traditionnellement, depuis les travaux de l'école du droit naturel théorisés par Emmanuel Kant et les post-kantiens, le fondement philosophique de l'obligation est recherché dans la volonté et dans la raison. C'est ainsi qu'en droit international, l'obligation demeure consentie parce que fondée sur l'accord conclu entre des sujets théoriquement égaux. À cet égard, le philosophe Hegel, dans une citation tirée du paragraphe 333 de son ouvrage Principe de la philosophie du droit, paru en 1821, résume les textes classiques, n'est-ce pas, du droit international. Je vais citer. Le fondement du droit des peuples, en tant que droit universel, est que les traités doivent être respectés, car c'est sur eux que reposent les obligations des États les uns par rapport aux autres. Mais comme leur relation a pour principe leur souveraineté, il en résulte qu'ils sont par rapport aux autres et dans un état de nature et qui n'ont pas leur droit dans une volonté universelle constituée en pouvoir de décider. Fin de citation. On trouve dans ce texte hegelien la référence fondamentale à la souveraineté des parties et le climat consécutif du traité comme source de l'obligation. On y retrouve aussi la négation d'une volonté universelle et le renvoi inexorable des relations entre souveraineté, vivant parce que fondamentalement égal à la pièce de l'état de nature, tel que décrit par le philosophe Thomas Hobbes. Fondé donc sur l'autonomie de la volonté, l'obligation implique nécessairement l'idée de la responsabilité et de la bonne foi dans l'exécution des contrats. Chez les Africains et plus spécialement chez les Douala, la responsabilité est une notion bien connue qui fait partie de la culture globale. J'ai le plaisir d'avoir ici le professeur Samuel Bongo, le philosophe, qui, dans un extrait d'un travail, restitue ce dialogue, n'est-ce pas, expressif de la pensée écrite des Douala, qui pose l'homme comme un être essentiellement responsable. Responsable de ses décisions, de ses actes devant la cité. Et puisque vous me connaissez, après moi, vous allez répondre. Et quoi est un bateau? Et quoi est un bateau? Oh! Autant de terre. Aussi tant de terre. Vous venez d'écouter cet extrait. Il y a deux éléments importants que vous avez entendus. Job. Si tu es responsable et en supportes les conséquences. Aussi tant votre corps, tu en es encore et toujours personnellement responsable. En clair, conclut le philosophe, le professeur Samuel Bongo, l'homme, tout homme, est libre de ses choix. Mais qu'il sache qu'il a toujours des comptes à rendre, quel que soit son choix. Qu'il fasse du bien ou du mal, il récolte lui-même la moisson de ses actes, soit sous forme de bénéfice, soit sous forme de perte. Il lui revient donc de réfléchir mûrement avant d'agir. Professeur, je vous cite. Difficile donc de croire que les chefs noirs aient pu choisir la voie de la trahison de leur peuple. Anthropologiquement parlant, en signant, mesdames et messieurs, par écrit, le traité du 12 juillet 1884, King Tikam Pono Akwa et autres notables ne s'engageaient à rien. Ils ne mettaient pas en jeu leur responsabilité. Ceci pour deux raisons essentielles que nous allons essayer d'explorer. La première raison, d'abord parce que le cadre de l'autonomie contractuelle n'a pas dans les sociétés traditionnelles africaines l'ampleur qu'il a dans les sociétés industrielles occidentales. Ici, les rapports humains sont réglementés par le statut de la personne. Alors qu'en Occident, elles sont davantage réglementées par le contrat. Comme vous le savez, le
de la société africaine assure à chacun de ses membres ce qui lui est nécessaire sans avoir recours à l'échange ni au contrat. Ceci n'empêche pas qu'on ait des contrats ou pactes obligatoires qui soient conclus dans les sociétés où la division du travail n'est pas généralisée et où les besoins sont satisfaits de façon communautaire. En droit traditionnel africain, l'obligation est assise sur l'idée d'équivalence, alors qu'en Occident, elle est assise sur la déclaration de devoir. En Afrique, il y a équivalence dans les promesses échangées entre les dieux et les hommes, les devants et les vivants, entre la terre et les agriculteurs. Il y a équivalence dans les processus visant à une redistribution des prestations. Il y a équivalence entre la concession de la mère de la femme au prétendant et la prestation que celui-ci effectue en faveur de la femme. S'il y a homicide, on est dans le droit pénal, il y a équivalence entre le paiement du prix du sang et l'immunité des responsabilités par rapport à l'enfance. Mesdames et messieurs, la vie courante des sociétés traditionnelles africaines nous fait rentrer en contact avec des contrats consensuels qui concernent les besoins quotidiens de la vie. Sans certaines collaborations, l'individu ne peut pas affronter certains problèmes de la vie. La règle communautaire implique donc l'exercice d'activités communes, c'est-à-dire un travail collectif, aussi bien pour produire ensemble et ensuite se partager ensemble le produit du travail. Il ne s'agit pas d'échanges de biens différents, ni des prestations différentes. Il s'agit en revanche de faire converger avec une cadence cyclique les prestations de nombreuses personnes en faveur d'un seul bénéficiaire. On fabrique, et vous le savez bien, ensemble une habitation, on cultive ensemble le champ d'un voisin. La prestation est précédée de l'accord, bien entendu, mais l'accord est un acte de Dieu et le bénéficiaire d'aujourd'hui devra demain être prêt pour rendre pareil à l'autre. Dans un tel contrat donc, où tout repose sur la bonne foi des co-contractants, les sanctions en cas de défaut de prestation sont essentiellement psychologiques, le ridicule, le mépris, l'ostracisme. On a aussi des pressions économiques qui peuvent être employées de cette sorte que celui qui a manqué à ses obligations ne trouve que les autres prêts à l'aider une prochaine fois. Ainsi, les notions de réciprocité des obligations, de respect de la parole donnée déterminent en droit national africain le régime des obligations. La responsabilité ici est liée à une conception de la société qui, loin de faire prévaloir les individus sur les groupes, était dominée par des relations statutaires et économiques. Voilà donc le premier argument qui montre la conception de l'obligation dans la société africaine. Un autre argument, c'est que, au-delà du consentement, la conception africaine de l'obligation exige un certain formalisme moral et une sacralisation de l'engagement qui le rend pleinement valide. En effet, vous le savez, je le dis sous le contrôle, n'est-ce pas, des chefs traditionnels, la parole est règle en fait. Le juriste anthropologue belge, Jacques Van der Linden, déclare en soutien à cet effet que, je cite, l'oralité des droits originellement africains est leur caractéristique formelle la plus significative. Ceci se reflète donc de manière implacable dans les sources du droit africain qui sont pratiquement toutes de forme orale. Même si on trouve
de part et d'autre, par exemple, chez les parents, mais de façon très tardive, les expériences d'écriture, c'est la tradition orale qui est la forme de communication privilégiée. Amato Apateba a été cité ce matin, il dit justement, il dit, le fait de n'avoir pas d'écriture ne prive pas pour autant l'Afrique d'avoir un passé. Il rappelle à cet égard les propos de son maître, Tieno Boka. Il dit, l'écriture est une chose et le savoir en est une autre. L'écriture, poursuit-il, est la photocopie du savoir, mais elle n'est pas le savoir lui-même. Le savoir est une lumière qui est en l'homme. Il est l'héritage de tout ce que les ancêtres ont pu connaître et que nous ont transmis en germe, tout comme le baobab est contenu en puissance dans la sacrée. Fin de cycle. C'est pourquoi, en Afrique, c'est la parole qui engage l'homme. La parole est l'homme. Dans la civilisation moderne, il écrit encore par Kéba. Le papier s'est substitué à la parole. C'est lui qui engage l'homme. Mais peut-on dire, en toute certitude, dans ces conditions, que la source écrite est plus digne de confiance que la source orale, constamment contrôlée par le milieu traditionnel? Fin de citation. C'était à Manoir. Mesdames et messieurs, à travers la parole, entretient en réalité la perpétuelle dialectique entre le visible et l'invisible. Sans elle, il n'y a point de communication entre les réalités du monde immatériel, que ce soit sous la forme d'un serment ou d'une incantation, d'un ordre ou d'une prière. Elle possède un pouvoir créateur qui opère dans le corps, à travers lequel elle vit en devenir de nombreuses transformations. L'anthropologue Sawa, Douala précisément, Magabe Congo Brizo, qui a longtemps travaillé sur la société Douala, nous apprend pour convaincre qu'il donne une parole dont le contenu exprime la vérité, sans intention de la tenir en dernière instance. Les Douala associent leur sincérité sur la tombe d'un ascendant, comme pour dire que la parole proférée ne leur appartient plus et qu'elle est désormais sous la garde d'un tiers appelé à subir les effets. Je n'ai pas ça à côté. Bombok Tchénom Animati, dans son ouvrage L'univers de la parole, ressort les diverses déclinaisons de la parole chez les Bassas du Cameroun, qui rejoint l'esprit partout de façon générale. La parole sentie est la face invisible de l'univers à laquelle on est sans initiation spécialisée aveugle et sourd. Deuxième type de parole, la parole positive, qui est véhiculée par les cris d'oiseaux, d'animaux, et les sons de tambour, la musique, les dits des hommes, précise le pouvoir de bénédiction et de malédiction. Et enfin, dernier type de parole, la parole se diffuse à travers les symboles, les masques, les signes divinatoires, les rêves et surtout la double vue. Comme le crie le grand sociologue et anthropologue français Georges Balandier, si pour l'Européen, le sacré est lié à l'écrit, pour l'Africain, il est lié à la parole. Nous pouvons respect des récits traditionnels légués par le passé, dont il est permis d'embellir la forme ou la tournure poétique, dont la trame reste ignorable à travers les siècles, véhiculée par une mémoire prodigieuse qui est la caractéristique même des peuples de la tradition. La parole n'est pas un simple énoncé oral et verbal. Elle est lourde de sens et de force. C'est pourquoi elle doit être utilisée avec prudence, ni trop expansive au risque d'être destructrice, ni trop contenue au risque de devenir une maléfice interne. Autrement dit, celui qui parle
ou enseigne doit donc en dire un peu et en garder un peu au fond de lui-même. On ne dévoile pas de secret en présence d'une personne qui ne peut garder une parole au fond d'elle-même, notons dans une vieille chanson malinquée. Ainsi, malgré l'abondance et la facilité de la parole en Afrique, on peut parler sans rien dire. Les paroles exprimées ne touchent pas toujours à l'essentiel qu'on connaît ou qu'on pense. Elles servent plutôt à le cacher, parce qu'on ne juge pas opportun de dire ou bien qu'on n'est pas assez confiant pour le dire. Nous rappelons encore que chez les Noirs, à l'instar de ce qui se passe dans la plupart des sociétés d'Afrique, la parole est quasi interdite aux jeunes enfants. C'est avec circonspection qu'un cadet en use face à son ennemi. Elle est dite pleine lorsqu'elle est de nature de ans. Et elle implique pour les rendre malades. Fin de citation. Parce qu'elle engage les autres en même temps que soi-même, la parole ne se donne jamais comme telle. Ces attributs tendent à indiquer l'existence d'un rapport établi entre l'usage de la parole et la distribution de la responsabilité sociale. La parole est toujours porteuse d'un sens et d'une valeur en Afrique. Elle ne laisse jamais indifférente et est constamment soumise au contrôle anonyme de la société. Tantôt, elle est prohibée, tantôt, elle est autorisée, tantôt, elle est prescrite et requise à des circonstances déterminées. À cet égard, l'institution de la parole permet de mieux cerner l'importance de la parole dans les sociétés traditionnelles africaines. La parole écrit le philosophe camerounais basé aux États-Unis, Jean-Paul Midimam, dans son ouvrage La parole de juridiction de la parole, écrit la parole dige est bien le lieu de la parole, pas n'importe laquelle. C'est la parole qui induit un changement de comportement. Dans ce changement qui est la parole, mesdames et messieurs, la communication vive a montré au cours de la parole les divers modes de la prise de la parole. Ensemble, mesdames et messieurs, d'après l'imam, la parole est non seulement un échange de paroles, mais aussi un drame social, une procédure et de l'interaction humaine. Elle est mise en scène du pouvoir, mise en ordre de la société et mise en parole, puisqu'elle varie du l'autre, et donc sens pour la marche. J'en ai terminé, professeur. En conclusion, majesté, mesdames et messieurs, les protagonistes du traité du 12 juillet 1884, en raison de leur culture juridique différente, nous mettent en présence de deux conceptions des obligations, de deux ordres de nationalité. L'une, traditionnelle et africaine, fondant l'obligation sur la sacralité de la parole. L'autre, occidentale, fondant l'obligation sur la sacralité de l'écrit. La ruse, vous le savez, étant un élément déterminant de l'intelligence diplomatique, chaque partie au traité du 12 juillet 1884 en a usé. Pour tirer le meilleur avantage de la Convention, d'un côté, ce que j'appelle la ruse du village pour les Noirs, de l'autre côté, la ruse de l'État pour les Allemands. Sauf dans cette fin du 19e siècle, là où les Noirs étaient encore animés d'une éthique de la solidarité et de l'hospitalité, caractéristique de l'Afrique de cette époque, les Allemands étaient déjà engagés dans une vaste entreprise impérialiste qui ne laissait finalement aucune marge de manœuvre à la petite ruse des villageois noirs. En clair, à l'échelle des relations internationales, les enjeux de l'époque au 19e siècle étaient tels qu'avec ou sans traité du 12 juillet 1884, le Cameroun aurait été colonisé à la rue par la force. La question donc de savoir
si les points-là ont rendu au Cameroun, nous pouvons répondre jamais. C'est en cela que l'hommage rendu au King Campolo Agua, tout comme le mausolée construit en sa mémoire ici à Douala, a tout son importance dans l'histoire de ce pays. Lui qui, bien que signataire du traité du 12 juillet 1884, entra en résistance contre les Allemands puis les Français, assurément, comme Douala Madamel, Lord Piso, King Campolo Agua est un des grands précurseurs du nationalisme camerounais. Je vous remercie.